On accueille Patrick pour en parler. Allô, allô. Éric, bien sûr. J'aime ça, un Merci de client m'accueillir. Parce qu'on va Juste parler qu'ils se mettent en église, je suis content. Moi, Nerveux. Il y a ça, Moi, hein. la cravate, ça me fait plaisir. Le saut Ouais. de kangourou est en... Il est prêt. Il est en haut, Oui. avec les velcro. Avec les velcro, wow! Ça trahit ton âge! Mais si on parlait d'entrée de jeu, que ces deux équipes aux antipodes, on va peut-être parler aussi de l'impact que ça a parfois sur les gardiens. Si on regarde les statistiques, il y a une équipe qui marque énormément de buts, une autre équipe qui en marque pas du tout. Deux équipes qu'on ne s'attendait pas à les voir là en début de saison. Les Caps sont troisième pour les buts inscrits, alors que du côté de Nashville, on est dans les bas-fonds pour les buts marqués, pour les buts accordés, pour le différentiel. Donc, messieurs, si on regarde le travail des deux gardiens, à quel point la tâche est différente quand on a une équipe qui offensivement soutient ou offensivement ne soutient pas le gardien? Bien, c'est énorme. C'est énorme quand tu as une attaque devant toi. Hein. On regarde les Capitals de Washington, ta troisième meilleure attaque. Tu regardes les gardiens devant le filet, ils n'ont même pas des statistiques éloquentes. Là. Regardez le nombre de buts qu'on marque quand Logan Thompson est devant le filet. Il a joué 5 matchs, il y a 5 victoires. Tu regardes ses statistiques, il n'y a pas des statistiques d'un gardien qui a gagné 5 victoires. Pourquoi? On n'accorde pas beaucoup de lancers. Ça, c'est la première des choses. C'est pas toujours facile, fiche à gérer. Mais je pense pas que c'est deux gardiens en ce moment qui offrent beaucoup aux Capitals de Washington. Tu sais, l'année passée, Lindgren avait été très, Il avait été bon. vraiment bon. Ouais. Puis ce que je suis surpris, c'est qu'on ne lui a pas donné le poste de numéro 1. On alterne. On alterne à chaque match depuis le début de la saison. Deux gardiens qui se battent pour un contrat fin d'année. Ouais, c'est un peu bizarre. Je pensais vraiment avec le départ de Kemper que, dans le fond, Lindgren avait gagné cette bataille-là. Ouais. Avec raison, il méritait. Ouais. Mais quand vous voyez là, le support offensif d'un gars comme Logan Thompson, c'est assez incroyable, Pat. Là. Ça veut dire que tu peux t'endormir une dizaine de minutes par match et t'es encore correct. Oh, oui. Non, mais c'est incroyable la marge d'erreur que ça te donne comme gardien. C'est que tu donnes un mauvais but. Tu peux quasiment donner 2 mauvais buts. Tu sais que les joueurs vont venir le rechercher. Donc, ça enlève une certaine pression. Mais à long terme, on sait très bien qu'ils ne peuvent pas garder cette cadence-là au niveau des buts marqués. Donc, les deux gars, si les Cavs veulent rentrer en série, on va devoir, je te dirais, assister à des pourcentages d'efficacité beaucoup plus élevés que ça parce que ton attaque ne peut pas toujours te sortir du pétrin. Non, c'est clair. Puis dans le cas de Jussi Saros, comment vous le trouvez depuis le début de l'année? Parce que lui, à l'inverse, son équipe offensivement, oui, ça a mal parti. Ouais. Mais est-ce que ça se replace un peu? Bien, ça se replace un peu, oui. Mais on a besoin de marquer des buts. Tu sais, j'ai regardé les 3 derniers matchs. On a marqué 3 buts pour Saros. Il en a gagné 2 sur 3. Tu sais, il s'en vient, mais il joue beaucoup de matchs. Moi, je pense qu'on n'a pas un deuxième gardien de but qui peut aider beaucoup Saros dans ces circonstances-là en Wedgwood. Sauf qu'en même temps, il faut marquer des buts. Tu sais, c'est un bon gardien de but qui, lui, n'a aucune marge de manœuvre. Là. C'est un petit gardien. Lui, il ne peut pas en donner un mauvais but par match parce que son équipe, en ce moment, n'est pas capable d'aller chercher. Donc, c'est un des bons gardiens dans la Ligue, mais il a besoin d'aide. Exactement. Tu n'as pas de marge d'erreur. Tu te dis, écoute, je donne un mauvais but, le match est quasiment fini. Ouais. On l'a aussi, il y a un nouveau contrat à travers ça. Donc, c'est lui le numéro 1 pendant longtemps à Nashville, mais on doit mieux le supporter. Moi, je pense qu'il reste un des très bons gardiens à travers la Ligue. En général, je pense que les prédateurs doivent se ressaisir en ce Pas mal partout. Monsieur, parlons-en un petit peu. On va mettre la table pour ce match numéro 2 ce soir sur nos ondes. En fait, on diffuse les 3, mais l'autre, c'est sur TVA Sport direct. Il y a 3 duels ce soir dans la LNH. Alors, Golden Knights qui affronte les Oilers. Si on regarde les Oilers en l'absence de McDavid, parce qu'on ne s'attendait pas à le voir de retour sur patin et dans la formation avant encore peut-être une autre bonne semaine, mais lui, il a tendance à déjouer les pronostics. Il se remet en forme assez vite, mais on s'est quand même bien comporté en l'absence de McDavid, non? Draisaitl s'est dit probablement j'ai signé un gros contrat. Faudrait que... Et là, McDavid n'est pas là. Un peu comme il y a quelques années, lorsque Crosby était blessé, Malkin prenait le contrôle. Tu sais, ces athlètes-là, de pointe, sont des athlètes orgueilleux. Puis je pense que Draisaitl a voulu livrer la marchandise durant l'absence de McDavid. Oui, tu as tellement raison. Je trouve que c'est une bonne comparaison avec Malkin, Crosby. C'était Malkin qui prenait toujours la relève quand Crosby était blessé. Mais moi, je te dirais que quand McDavid est tombé au combat, ma première réaction, c'est oui, c'est sûr, ça faisait mal, mais des fois, les Oilers, je te dirais qu'avec le début de saison qu'il y avait, on dirait qu'il y avait quasiment besoin de ça. On se fie tellement au 97. Ce qui est arrivé, Draisaitl, pas qu'il allait mal, mais il a levé son jeu d'un cran. Tu as Zach Hyman qui n'avait pas encore marqué de la saison. Lui, il marque ses 2 premiers buts de l'année durant l'absence de McDavid, ironiquement. Ouais. Fait que tu as un paquet de joueurs, on dirait, qui ont levé leur jeu d'un cran pour permettre aux Warriors, c'est juste 3 matchs, on va me dire. Oui, mais quand même, c'est tant mieux si ça peut avoir
aider un gars comme Hyman à retrouver sa touche pour le restant de la saison. C'est électrochoc également, ça fait du bien parfois. Parlez-moi des Golden Knights aussi. On semble jamais affecté par rien du côté de Vegas. Tout roule tout le temps. Encore en ce début de saison, on dirait que tout va bien. Il n'y aurait jamais, là, dans toute la vie de Vegas, une reconstruction. Parce que c'est le genre d'endroit là qu'il faut que tu gagnes. Il faut que tu performes année après année. Puis depuis leur arrivée dans la Ligue nationale, ils ont toujours livré la marchandise. Ils ont gagné la Coupe Stanley. Je pense qu'on va encore une fois la gagner. Et il faut donner le crédit à un George McPhee, qui est devenu le président hockey de cette organisation-là. Il a la main haute sur l'équipe et il fait le travail. Bergie, ça me surprend que tu ne l'as pas dit, mais je vais le dire pour toi. Crédit à McPhee, crédit à Cassidy. Parce que tu viens juste de mentionner un peu plus tôt que comment c'est pas évident pour un entraîneur quand tu as des nouveaux joueurs. Si une formation que tu peux intégrer un joueur, tu en as des joueurs importants comme Marc Chessault qui partent à l'époque Fleury. Écoute, il y a un paquet de gars qui sont partis. On en a rentré aussi une gang. Comme entraîneur, je trouve que Cassidy, le travail qu'il fait, de réussir à créer une chimie rapidement, là, parce que, comme Bergie dit, il n'y a pas de transition. Non, c'est vrai. Moi, je vais dire, je lève mon chapeau, puis il fait certainement partie des meilleurs entraîneurs dans la Ligue. Là. Oui, ça c'est clair, il a prouvé sa valeur. Messieurs, le Canadien entame une séquence de 4 matchs sur la route. Ce samedi, pourquoi pas le traditionnel duel entre les Canadiens et les Maple Leafs, ce sera sur nos zones à Toronto dès 18h. Mais avant ça, le Canadien qui va s'arrêter du côté des Devils. Alors vraiment, 4 matchs sur la route. On peut se dire que ça va peut-être faire du bien également collectivement de se retrouver sur la route pour les joueurs du Canadien. C'est 4 défaites de suite, c'est 8 défaites en 10 rencontres. Le match face aux Flames, les gars, je veux vous entendre là-dessus parce qu'on entend Martin Saint-Louis après cette défaite-là en prolongation. D'ailleurs, je suis certaine que tu vas adorer sa réaction. On va l'écouter tout de suite pour toi. On s'est quand même bien défendu à soir. C'est juste sur leur dernier but. On a des petites erreurs là-dessus, mais à partir de la game, écoute, j'aurais été le fun d'avoir un overtime plus long, là, mais on s'est pas vomi dessus à soir, mais elle fait un petit peu mal au cœur. Je sais pas s'il y a des problèmes de digestion derrière moi. Oui, en plus de ça, c'est d'entendre les journalistes rire de ce que Saint-Louis vient de dire. Moi, j'en reviens pas. Il n'y a rien de comique là-dedans. Le Canadien, oui, il a joué une bonne première période, mais encore une fois, une game de hockey, c'est 60 minutes, c'est 3 périodes. Deuxième période, il n'était plus là. En troisième période, j'ai regardé Indéfendable. Puis après ça, j'ai regardé les élections parce qu'il n'était plus là. C'est épouvantable. C'est épouvantable de dire des commentaires comme ça. Et j'ai l'impression que le lendemain, si on demande à Martin Saint-Louis qu'est-ce que tu as dit après le match, il ne s'en rappelle pas. Parce que il ne faut pas l'accepter. On joue contre une des pires équipes de la Ligue nationale, à domicile, puis les 2 dernières périodes, tu ne te présentes pas. Ouais. Puis lancer en 2 périodes, c'est inacceptable. C'est comme si on voit qu'ils sont fragiles parce que, tu sais, en temps normal, le Canadien aurait probablement pris les devants en première période, tu sais, avec le genre de période qu'ils ont connu. Le gardien était très, très bon, Wolf. Et là, on est comme un peu déstabilisé. On se fait refuser un but. C'est là que tu vois, tu sais, gagner. Quand on dit apprendre à gagner, bon, tu as l'exemple parfait. Tu n'es pas capable de garder ton avance, tu n'es pas capable de jouer les matchs serrés, tu te fais égaliser en fin de rencontre, tu perds immédiatement, même si Suzuki, là, son bâton, il fracasse son bâton. Mais pour moi, ça me dit que c'est une équipe qui est fragile et on est très, mais très loin de savoir comment jouer pour gagner des matchs serrés. Et là, on mise tellement défensivement que là, on oublie un peu l'offensive, puis là, c'est débalancé. Ah oui, c'est vrai, parce que bien jouer défensivement, Bergie, ça a l'air que tu peux plus jouer offensivement. Mais encore une fois, lorsqu'ils ont marqué le premier but, les gens dans le Centre Bell étaient prêts à faire la vague. Oui. Les gens, les fans sont tellement présents qu'on se dit, bien, il n'y a pas de problème. Les gens... L'important, c'est quoi la morale de l'histoire? Il ne faut pas se vomir dessus. Ça, c'est ça qu'il a dit? Oui, mais non, c'est bon. Non, on ne fait pas ça. On fait pas ça, nous autres. On ne fait jamais ça. Et on en reparle dans le sans-filet. C'est bon, ça. On en reparle dans le sans-filet. Éric, on a beaucoup parlé avant la rencontre de Nashville à quel point c'est décevant cette année. Ouais. Un des problèmes majeurs, c'est qu'on ne marque pas de but. On est 29e dans la Ligue. On a moins de 3 buts, 2,42 avant ce soir, buts marqués par match. Là, ce soir, on a marqué le premier but. C'est une bonne nouvelle. Et tu as surtout sorti des séquences où on essaie proche du filet, on met de la pression. Il faudra en faire davantage. Oui, c'est exactement ce que l'entraîneur veut. Tu sais, des fois, c'est juste de simplifier un peu les jeux. Ouais.
Et tu l'as mentionné, le premier but, c'est pas les joueurs vedettes qui ont marqué, là. C'est vraiment les joueurs de soutien. Et pourquoi on marque? On le voit ici, c'est l'heureux autour du filet qui vient faire ce qu'on appelle le wrap-around, le jeu de tourniquet. Et pour un gardien, c'est extrêmement difficile. Tu lui envoies la rondelle dans les jambes. On parle de travers. Regardez, si le joueur Pastinen ne va pas devant le filet, jamais il y a de but. Donc, il est parti du coin, il a gagné sa bataille pour aller se positionner devant le filet. C'est la raison qu'on marque. Et c'est ce qu'on veut voir. On a encore une fois, c'est ici le jeu autour du filet. On doit rendre la vie pas mal plus difficile à Logan Thompson. Là, on le voit ici, Nyquist, qui avait la chance de lancer. Et voici exactement le contraire de ce qu'on veut voir de Nashville. Tu marques pas de but, tente pas le jeu compliqué. Tu es à 4-5 pieds du gardien de but, lance la rondelle. On dirait que les mauvaises habitudes, des fois, mais quand tu regardes l'ensemble de la première période, on n'a pas vu vraiment Stamkos, on n'a pas vu vraiment Marchessault, j'ai pas vu Forsberg, j'ai pas vu O'Reilly. C'est surtout les joueurs de soutien. C'est correct. Ils ont été chercher un gros but. Maintenant, si on veut commencer à gagner des matchs, on doit voir les joueurs. Oui, on a signé ces vedettes-là pour les voir et aller chercher de l'offense. Pas pour que je vous parle des joueurs de quatrième de trio. Pastinen, là, il faut les relire comme il faut. Ça, c'est ça. Parlons un petit peu des Caps et d'Ovechkin encore ce soir, parce que c'est clair que quand on a un match des Capitals, nos yeux sont tournés vers le numéro 8. Il connaît tout un début de saison. On a comme l'impression qu'il est au sommet de sa forme à 39 ans, mais si on compare à l'an passé, il commence super bien cette campagne-là du haut de ses 39 ans, mais surtout, il est comme moins prévisible ou quoi que d'habitude? Bien, il y a deux choses que je remarque dans le jeu d'Ovechkin. Un, je ne sais pas s'il est plus léger, mais il semble plus rapide sur la glace. Je trouvais que l'année passée, il semblait à bout de souffle, il suivait un peu moins, c'était plus lourd, on dirait. Là, je trouve qu'il est toujours en mouvement. On ne le voit pas se sortir du jeu pour aller donner une mise en échec. Quand c'est le temps, il va le faire. Quand c'est pas le temps, il va faire le bon jeu. Et comme tu as mentionné, Élie, puis je trouve ça intéressant, et l'année passée, ça va commencer, je trouvais dans le cas d'Ovechkin, au lieu de lancer toujours la rondelle, des fois, il est dans des angles restreints, il n'y a pas vraiment d'option. On voit Ovechkin, depuis l'année passée, surtout commencer des fois à regarder l'option de passe. Oui. Ce que ça fait, c'est moins prévisible, il est moins unidimensionnel, c'est plus difficile à contrer. Et là, tout d'un coup, tu dois commencer à t'occuper un peu plus des autres joueurs avec lui sur la glace. Et à long terme, ce que ça fait, ça lui donne l'ouverture, ça lui donne l'espace sur la glace. De là, le fait qu'éventuellement, parce que là, on pense qu'il peut peut-être alimenter son coéquipier, bien là, tout d'un coup, il est libre. Moi, je trouve que ce côté-là, il fait beaucoup mieux. C'est un joueur, on dirait qu'il est ressourcé cette année. C'est vrai. Puis, écoute, j'ai hâte de voir comment ça va aller, parce qu'il y a toujours des baisses de régime dans les marqueurs, là. Oui. Mais jusqu'à présent, moi, j'aime beaucoup le Ovechkin 2.0. On aime le Ovechkin 39 ans, 39-49. Tu sais, il y a quelque chose avec les... C'est pas gênant. On va se le dire, là. Surtout le 39. Comme toi. Merci, Éric. Ce soir, il y a 3 matchs. Je ne sais pas si on devrait peut-être prévoir des gravoles pour Martin Saint-Louis. Hein. Moi, j'aime pas ce genre de discours. Surtout que les journalistes sourient. Les journalistes rient. J'ai de la difficulté parce que j'ai connu ça de mauvaise saison. Moi, c'était ma 10e comme entraîneur dans la Ligue nationale. Mais il y en a un pour moi que, je ne sais pas, ça semble pas sérieux. Le discours d'un soir est différent du discours d'un autre soir. L'entraînement d'une journée est différent d'un entraînement. Tu sais, il n'y a pas de continuité. Mm-hmm. C'est pour ça que j'ai l'impression que le Canadien, c'est un festival d'improvisation. Oui. Tu sais, un joueur juste à la 4e ligne un soir, le lendemain, il est sur la première ligne. Un New Look, la semaine passée, à l'entraînement, il était sur un 4e trio. Le lendemain, la journée du match, il monte sur le 2e trio. Probablement qu'il y a quelqu'un dans la direction qui dit « Hey, minute, là, on a payé cher pour aller chercher New Look. Tu ne feras pas jouer sur la 4e ligne. » Donc, ce sont des petites choses que je sais à l'interne se discutent, mais j'aime pas cette façon. Et de voir Kirby Dach se retrouver à l'aile, c'est un centre. Ça aussi, ça te tente un petit peu, Michel? Oui, j'aime pas tellement ça parce que là, on place Dach à l'aile en disant probablement pour aller retrouver sa confiance, il est moins 14. Il y a un but seulement depuis le début de la saison. Mais là, en pensant peut-être que si ça fonctionne à l'aile, on va revenir au centre. Ça marche pas de même, là. Pas aussi facile que ça. Si ça va bien à l'aile, bien, garde-les à l'aile. Pas si ça va bien à l'aile, on va le remettre au centre. Non, encore une fois, c'est de l'improvisation. On cherche des solutions, Michel. Oui, je le sais, mais... On joue avec les cases. Mais moi, là, tu sais, la stabilité dans une équipe de hockey, c'est tellement important parce que il y en a qui vont se servir de cette
non-stabilité pour se servir d'excuses. Moi, moi, dans toutes mes années de coaching, là, mes 2 premiers trios étaient importants. Je ne dis pas que mes 3e, 4e ne l'étaient pas, mais mes deux premiers trios, là, ça prenait mes 6 meilleurs joueurs qui jouaient ensemble, qui communiquaient ensemble, qui pratiquaient ensemble. Meilleure stabilité. De la stabilité. Maintenant, là, il y a un va-et-vient épouvantable. On se croirait sur la rue Sainte-Catherine. Mais, Elisabeth, je dois dire que le Canadien a pris toute une décision cette semaine. Oui. En emmenant Marc Bureau. Marc Bureau pour aider les centres de cette organisation. Et on a vu hier, dès la première fois que les joueurs ont travaillé avec Marc, il y a eu des résultats positifs. Et par le fait même, je regardais ça là, hier, après avoir entendu Martin, je me disais, bien, pourquoi pas garder Marc à plein temps? Tu sais, pour le système défensif qui est un horreur, Marc Bureau pourrait pas seulement aider pour les mises en jeu, pourrait aider pour le jeu structuré, le territoire défensif. Ah oui. Ça serait un plus, un atout pour le Canadien. Amener de l'expérience un petit peu avec le Canadien Et derrière. fier d'avoir porté l'uniforme du Canadien. Ça, c'est clair. Merci, Michel. Merci.